Nous étions des centaines de troufions crottés de la tête aux pieds, à crapahuter à flanc de colline sous la pluie. Le tintement de nos quincailleries battait la mesure de nos pas, mais nous avancions avec peine, pareil à des somnambules lâchés dans la nature. Othman portait une partie du fourbi de Rao qui traînait le godillot derrière, la langue dehors. Zorg et son cousin Khaled se moquaient des traînes savates. Ils formaient une belle paire de zèbres, ces deux-là. Pas l'un ne rattrapait l'autre, mais ils affichaient la même fréquence. Si quelqu'un cherchait noise à l'un, il les aurait tous les deux à dos, systématiquement. Tahar, lui, avait réussi à se frayer une place sur le rebord d'une charrette. Il nous décochait des grimaces assassines en balançant allègrement les jambes dans le vide. Sid me tenait par le bras, mais j'ignorais qui de nous deux s'appuyait sur l'autre. Notre compagnie disposait de 4 tombereaux chargés de caisses de munitions. Les mules qui les tiraient avaient les naseaux fuyants et l'œil glauque qui semblait nous en vouloir. Il arrivait que l'une d'elles glisse dans la gadoue et refuse de se relever. Une formidable confusion se déclarait sur le sentier, ralentissant considérablement la progression des troupes. « C'est encore loin », maugréa Zorg. « Faut bien qu'on arrive quelque part. On ne fait que marcher, marcher, marcher. Est-ce qu'ils savent au moins où ils nous conduisent, nos chefs? Peut-être qu'on tourne en rond, peut-être qu'on s'est égaré. C'est pas normal qu'on marche tout le temps. Ménage ton souffle. » Lui conseilla Mabrouk, un noir de la Biode, grand et maigre. Plus tu t'énerves, moins tu as de force. Ce qui m'énerve, c'est de ne pas savoir où l'on va. On va au front, lui rappela Othman. Et c'est où ce foutu front? Si c'est aussi loin, pourquoi on n'a pas pris le train? On va se battre comment si on arrive crevé? Ouais, renchérit le cousin. C'est que de la boue partout et cette saloperie de pluie qui ne veut pas s'arrêter. Ils font comment pour vivre dans ce bled, les gens d'ici? C'est à devenir dingue avec ce temps de chien. Ménagez votre souffle, les gars, insista Mabrouk. J'ai la dalle, se plaignit quelqu'un à l'arrière. J'ai plus de jus dans les mollets. Hé, lui cria Hor, un moustachu de Frenda. Quand vas-tu arrêter de te gargariser comme une bouilloire? On a tous la dalle, et on n'en fait pas un plat. À la veille, le camion qui nous apportait un repas chaud avait manqué un virage, renversant les marmites dans le fossé. Je t'ai pas causé, Hor. Me cherche pas. Ouais, sauf que tu nous fatigues avec tes humeurs de coq qui a mal au cul pendant que ça poule pont. On se calme, mes frères, dit Mabrouk. Moi aussi, j'ai les nerfs en pétard. J'ai besoin de faire le vide dans ma tête. Parce que tu penses que t'as quelque chose dedans? Quelques rires fusèrent. L'adjudant Gildas somma tout le monde de se taire. Le cliquetis de nos bardas se remit à cadencer nos pas. Le paysage se métamorphosait au fur et à mesure que nous progressions vers l'est. Les hameaux que nous traversions paraissaient abandonnés. De rares cheminées fumaient encore, mais pas une âme ne se manifesta autour des masures rabougries, ni dans les étables aux battants déglingués. Le deuxième jour, nous atteignîmes un immense fouillis de guitounes claquant au vent. L'adjudant-chef nous informa qu'il s'agissait des arrières du 2e régiment de tirailleurs. On nous affecta des tentes et on nous servit un ragoût indéfinissable que nous dévorâmes en nous léchant les doigts. Il y avait un grand chapiteau frappé d'une croix rouge, non loin de notre position. L'adjudant nous interdit de l'approcher. Toute la nuit, des gémissements nous en parvenaient. Ah, que la curiosité perdrait un jour, alla y jeter un coup d'œil. Il revint la mine verdâtre, le cœur retourné. C'est pas beau à voir, les gars. Pas beau du tout. Il n'y a que des types amputés, des gueules défoncées, des mâchoires déboîtées. Et du sang. Du sang, du sang. Un vrai abattoir. Il en était malade. Nous ne restâmes pas longtemps dans le secteur. Une semaine plus tard, le capitaine Morales nous annonça que l'heure de vérité avait sonné. Nous reprîmes la route à pied. La pluie tombait sans discontinuer. Plus nous nous approchions du front, plus le paysage s'enlaidissait.
Des traces d'incendie noircissaient les forêts et les clairières. Certains bourgs étaient détruits. Il n'en restait que des ruines calcinées que hantaient quelques fantômes désemparés. Des bêtes de somme erraient dans la brume. Des carcasses d'animaux se décomposaient dans les champs. L'air empestait la mort et la peine. Une femme surgit d'une chaumière et dévala une pente dans notre direction. « Regardez ce qu'ils ont fait !» criait-elle. « Ils ont tout détruit et ils ont abattu mes cochons. C'est pas des êtres humains. Rattrapez-les et exterminez-les jusqu'au dernier. »« Ils vont payer, madame, » lui promit l'adjudant Gildas. « Nous allons les traquer jusqu'en enfer. Faites-nous confiance. » La femme ne l'écoutait pas. On aurait dit qu'elle radotait. Le capitaine la prit dans ses bras, lui dit quelque chose. Elle le repoussa et remonta vers sa ferme en courant, malheureuse et éperdue. Un lieutenant-colonel, au visage tanné, nous intercepta à la sortie d'une futaie. C'était le commandant du 2e RT. Son uniforme laissait à désirer et ses bottes éculées dégoulinaient de boue. Un officier arabe assurait la fonction d'interprète. Le dispositif ennemi s'articule de la butte que vous voyez à droite jusqu'à la colline rasée là-bas, vers le nord. Le bras du lieutenant-colonel décrivit un large demi-cercle, comme s'il tranchait des têtes avec un sabre. Il s'étend sur 2 kilomètres. Nos adversaires disposent de plusieurs mitrailleuses et d'une dizaine de canons. S'ils n'attaquent pas encore, c'est parce qu'ils attendent du renfort. Nos unités de reconnaissance ont observé un mouvement de troupes allemandes, estimé à 2 brigades d'infanterie qui se dirigent sur nous. La mission principale de notre régiment est de maintenir coûte que coûte notre position qui a l'avantage de dominer la plaine. Il laissa l'interprète traduire et reprit. Pour la majorité d'entre vous, ce sera le baptême du feu. Je vous demande de faire montre de courage et de vigilance. Vous allez combattre dans une unité qui a fait ses preuves. Elle vous aidera à surmonter les épreuves de la guerre. La nation compte sur nous pour jeter l'ennemi hors de nos frontières, et nous avons été formés, éduqués et élevés pour ça. La victoire est au bout de nos baïonnettes, braves soldats de France. Que Dieu soit avec nous. Notre bataillon se déploya à l'extrémité sud du dispositif. Les tranchées, creusées à la hâte, étaient sommairement aménagées, mais les casemates tenaient bon. Les sapeurs du génie finissaient de consolider les rangées d'obstacles qui nous séparaient du No Man's Land. Devant nous, la plaine étalait ses meurtrissures à perte de vue, criblée de cratères noircis. Une ferme brûlait au milieu d'un verger. Ça sentait la poudre et le feu. Au cœur de la désolation, comme pour narguer la folie des hommes, une belette regagnait les bois, souple et légère comme une insouciance. Nous passâmes la nuit aux aguets, chacun à son poste, le doigt sur la détente. L'ennemi ne se manifesta nulle part. On n'entendait ni bruit suspect, ni détonation. Le matin, une brume émergea de la forêt sur notre droite, dévala le talus et se répandit lentement sur la plaine, comme pour panser les blessures d'une terre qui avait dû être paradisiaque avant que les armes n'interviennent. Si le malheur n'officiait pas en ces lieux outragés, on s'allongerait sur le dos et on fixerait le ciel en quête de souvenirs heureux, le talon sur le genou et la tige d'une marguerite entre les dents. Mais l'esprit était ailleurs, là où les rêveries étaient proscrites, où la moindre distraction pouvait déboucher sur le drame. Près de moi, Zorg et son cousin Khaled scrutaient les parages, le visage tendu. Pourquoi ils se montrent pas, ces fumiers de Boche? On n'a pas que ça à faire. Ouais, renchérit le cousin. On en finisse une fois pour toutes. J'ai envie de rentrer chez moi. Il ne fait que pleuvoir dans ce bled. Le capitaine Morales vint s'assurer que nous étions parés pour le combat. Il nous dit des mots censés nous ragaillardir et retourna dans sa canfouine. La brume se dissipa vers la fin de l'après-midi. La plaine retrouva ses fractures ouvertes. La belette ne revint pas narguer la folie des hommes. Nous étions de nouveau face à nos chimères. Soudain, un crissement. « À vos abris !»
s'écria l'adjudant-chef Ben Amara. Une formidable déflagration ébranla le sol, et un gigantesque geyser noir et tourbillonnant éclaboussa nos tranchées. Immédiatement, une série de crissements s'ensuivit, et tout le ciel s'abattit sur nous dans un vacarme apocalyptique. Des débris de roches et d'acier crépitaient sur la toiture de nos abris, ricochaient sur les parois des tranchées. Le sol devant nous s'éventra, ses entrailles se soulevèrent dans d'effroyables nuages de cendres embrasées. On aurait dit que la nuit s'était substituée au jour, voilant la plaine de ténèbres hurlantes. Les obus tombaient les uns après les autres, sans répit. Quelqu'un se mit à hurler. « Dites-leur d'arrêter! Dites-leur d'arrêter! Dites-leur d'arrêter !» Zorg couvrait son cousin de tout son corps en récitant un verset coranique. Lorsque la terre tremblera, ce jour-là, elle racontera son histoire telle que révélée par ton Seigneur. Était-ce la fin du monde? Un effroyable rugissement tourmentait la plaine, tonnait à nos tempes à les crever. Je me recroquevillais dans mon coin, la tête entre les genoux. Dites-leur d'arrêter. Tu te crois à la fête foraine? On est les Turcos, espèce de trouillards. On va les charcuter, ces salauds de Boche. Le capitaine Morales nous somma de ne pas nous exposer. Darman, le Kabyle qui ne parlait ni l'arabe ni le français, crut comprendre que l'officier lui ordonnait de charger. Il jaillit de son abri en poussant des cris de guerre, grimpa sur le parapet et se mit à tirer. S'égosillait-il par-dessus les déflagrations. L'adjudant Gildas se précipita sur lui et le jeta à terre. « Qui veut te faire décapiter par un éclat, abruti ?» Le bombardement se poursuivit jusqu'à la tombée de la nuit. Puis les tirs d'artillerie cessèrent d'un coup. Subitement. Un silence glaçant recouvrit toute chose sur la plaine. Plus rien ne se produisit après. Nous restâmes interdits, à l'affût d'un crissement. Rien. Rien que le sifflement funeste du vent sur les barbelés. Je voyais des ombres remuer autour de moi. Mon cœur était empli d'épouvante. L'image du cerf entrevue l'autre jour dans la forêt tournait en boucle dans ma tête. Il avait tellement de noblesse, l'animal, tellement de classe. Il marchait au milieu de son royaume comme un dieu en supplantant l'espèce humaine, ces barbares imbus de leur personne qui ne respectaient ni la nature ni la vie. Et dire que quelques heures plus tôt, je contemplais le bosquet bruissant de quiétude, les oiseaux qui voltigeaient dans le ciel. La brise furetait dans les buissons, tandis que chaque instant naissait à sa splendeur. Et d'un coup, sans crier gare, le tumulte dévastateur de l'artillerie adverse était devenu la seule symphonie qui compte. Aveugle, monstrueuse, absolue. Je me sentis seul au monde, livré sans embâche à cette angoisse lancinante qui s'était emparée de moi le jour où Babaï était venu me ravir à ma famille. Je ramassai mon fusil et me mis à courir à travers le dédale des tranchées. Vers où courais-je? Retrouver Sid? Rattraper mon ombre? Je filais sans me retourner. Était-ce bien moi qui courais? Et qui étais-je au juste? Le Yassine qui aimait faisander au soleil en lui tournant le dos? Ou bien le Hamza sacrificiel? Ni l'un ni l'autre. J'étais un parfait étranger à moi-même, un gamin halluciné qui courait à perdre haleine le long des boyaux d'une terre profanée. Il courait, comme s'il cherchait à échapper à son propre corps. Ma tête heurta quelque chose. Des voix me parvinrent à travers une multitude de filtres. Et comptait se planquer où, ce con? On lui a pas dit qu'il n'existe pas de refuge en enfer. Fiche-lui la paix. Il en a pris plein la gueule pour aujourd'hui. T'as connu ça à ton baptême de feu, toi aussi. Moi, jamais de la vie j'ai tourné kazakh. Ni à mes débuts, ni après. Ma médaille, je l'ai pas gagnée à la tombola. On m'aspergea d'eau. Je rouvris les yeux. Des visages racornis étaient penchés sur moi, les lèvres retroussées sur des dents jaunâtres. Allez, petit gars, retourne dans ta compagnie. Un bras me ceintura et m'aida à me relever. Mes jambes vacillaient. Pas par là, ton unité est dans l'autre sens. Hé, reviens, t'oublies ta pétoire. Je rejoignis ma section dans un état second.
L'adjudant-chef Ben Amara s'accroupit devant moi, posa la main sur mon front. Tu te remets? Il me saisit par le menton de façon que je le regarde en face. Tu comptais fuir où? Rejoindre ta mère? Devant toi, il y a les Boches. Derrière, le peloton d'exécution. Où que tu ailles, tu cours à ta perte, tête de nœud. Je ne sais pas ce qui m'a pris, chef. On dit mon adjudant-chef. Chef, c'est pour les caporaux et les matons. Tu n'es pas en train de cauchemarder, soldat Boussaïd. Tu es bel et bien éveillé au milieu des charniers, et tu vas sentir mauvais à ton tour. C'est la première fois. C'est pas une excuse, me coupa-t-il. On n'est pas en colonie de vacances. Un obus, il ne fait pas dans la dentelle. Quand il tombe, et puis c'est tout. T'es un fumier, t'es un saint, il s'en tape. T'es coupable, t'es innocent, il s'en tape. T'es là par hasard ou par accident, c'est pas son problème. T'es sur son périmètre, il te bousille, point à la ligne. Si tu veux pas qu'il te bousille, y a pas 36 solutions. Tu te mets à l'abri et tu attends que ça se tasse. C'est aussi simple que ça, pigé? J'ai les oreilles qui sifflent. Rien à secouer. Pour cette fois, je passe l'éponge. Si jamais tu me refais le coup du lièvre qui s'est assis par mes gardes sur un tison, c'est moi qui te buterai. Un turco a les couilles plus grosses que les boulets de canon. Tu vas me faire le plaisir de te reprendre en main, Fissa. Sinon, je te botterai le cul jusqu'à te faire sortir tes hémorroïdes par les naseaux. Il m'asséna une petite tape sur la joue et me laissa effondrer. À cet instant, j'aurais souhaité qu'un obus me sorte de ma perplexité. Aucune déflagration ne se fit entendre. Avec un fusil entre les mains, je me croyais aguerri, prêt à affronter le danger et à regarder la mort droit dans les yeux. Foutaise! À la grande Reima, comme à la garnison de Mostaganem, on m'avait menti. Ma tunique de tirailleur n'avait pas de vertu talismanique. Elle ne me protégeait pas, ne me rendait pas plus fort. C'était juste un accoutrement identifiable sur le corps d'un inconnu. Qu'étais-je en train de devenir dans ces tranchées, si loin de mon douar? Où était Sid, mon ami? Pourquoi n'était-il pas avec moi? Ne m'avait-il pas promis d'être toujours à mes côtés? Je me ramassai autour de mon fusil et me fis tout petit. C'est ça, me dit Mabrouk. Chiale un bon coup. Tu te sentiras mieux après.